La prochaine capsule porte sur un outil de compilation automatisé des résultats annuels pour les couples utilisant l'outil suivi des transactions. Donnez-moi quelques instants pour ouvrir un fichier et vous le présenter. Vous devriez voir à l'écran l'onglet d'accueil du fichier de compilation automatisé des résultats annuels pour couples utilisant l'outil suivi des transactions, mais ici, il s'agit de la version A, c'est-à-dire celle qui est utilisée par les personnes qui font la gestion des revenus et des dépenses sans compte conjoint. Alors, dans cette capsule-ci, je vais voir seulement les caractéristiques particulières qui s'appliquent à la gestion des revenus sans compte conjoint. Alors, les autres onglets ont déjà été vus dans les autres capsules et ils sont semblables. Je vais donc immédiatement voir l'onglet Introduction pour vous rappeler que dans cet outil-ci, chacun des conjoints est désigné. Alors, il faut inscrire les prénoms par ordre alphabétique de chacun des conjoints dans les lignes 43 et 44 ou lignes dans les colonnes C. Alors ici, le conjoint 1 sera Bernard, le conjoint 2 sera Louise, et le code utilisé dans les données de transaction, dans les données de traitement, ce sont les codes C1 et C2 pour chacun des deux conjoints et couple désigné par CPL. Alors, ceci va se traduire dans l'onglet Charte. Donc, les bénéficiaires conjoint 1, conjoint 2 et couple, et payé par sera conjoint 1 et conjoint 2, et il n'y a pas de compte conjoint dans cette version-ci. Donc, on ne devrait pas retrouver dans les données, dans la colonne payé par, le compte conjoint, puisqu'il n'y en a pas dans cette version-ci. Dans l'onglet Traitement 1, alors, on va voir que dans les colonnes bénéficiaires et dans les colonnes payées par, on va trouver les abréviations des codes utilisés. Donc, C1 et C2 pour les deux conjoints qui payent et bénéficiaire, ben, ça peut être C1, C2 ou CPL pour le couple. Alors, dans la simulation ou l'exemple qui est présenté ici, il a été convenu au début de l'année que les dépenses reliées au logement seraient payées par le conjoint 1 et les dépenses reliées à l'épicerie, ou si vous voulez, à l'alimentation, seraient payées par le conjoint 2. Alors, si on fait si on applique les filtres et qu'on examine l'alimentation, alors toutes les dépenses d'alimentation sont normalement payées par le conjoint C2, sauf celles pour lesquelles on parle d'un retrait au guichet, donc chacun peut retirer un montant là, selon ses besoins au guichet. Alors voilà pour ces éléments-là. Euh, et si on va voir maintenant pour la colonne, la catégorie logement, alors, on devrait voir que toutes les dépenses reliées au logement sont payées par le conjoint 1. Alors, c'est ce qui a été convenu dans la simulation, dans cet arrangement-ci, que toutes les dépenses reliées au logement, qui sont les dépenses dont le bénéficiaire est commun, hein, c'est le couple, alors sont payées par le conjoint 1. Il va y avoir un surplus de dépenses conjointes qui vont être assumées par le conjoint 1 ou le conjoint 2 selon le cas. Alors, dans l'exemple qui est ici, on a voulu faire en sorte que les dépenses reliées aux télécommunications, là, les frais de câble, de télévision et Internet seraient payés par le conjoint 1 et d'autres dépenses seraient payées par le conjoint 2. Alors, c'est ce qui a été prévu dans l'arrangement simulé ici. Allons dans l'onglet maintenant bénéficiaire. Alors, dans l'onglet bénéficiaire, on va retrouver encore une fois ici 4 tableaux qui vont nous permettre de voir la répartition des revenus et des dépenses par bénéficiaire. Le tableau 8A, ce sont les revenus et dépenses par bénéficiaire. Donc, on voit ici que le conjoint 1 a été bénéficiaire pour lui-même de dépenses de l'ordre de 11 000 et des revenus de 48 000, conjoint 2 10 000 et 45 000, et le couple a été bénéficiaire de dépenses de 27 916 dollars.
Maintenant, les payeurs. Alors, les payeurs, les revenus et les dépenses par payeur, on voit que les dépenses ont été payées soit par le conjoint 1, soit par le conjoint 2. Le couple n'a pas payé de dépenses, donc il n'y a pas eu de dépenses qui ont été payées par un compte conjoint. Alors, si on refait la présentation, on va voir les tableaux sont recalculés très rapidement. Alors, les dépenses ont été payées. On voit que les dépenses par payeur sont toutes enregistrées. On voit maintenant que les dépenses communes du couple, là, si on reclique sur le bouton, les dépenses communes du couple, on voit que les dépenses communes du couple sont au montant de 27 916 ce qui correspond aux dépenses dans le tableau 8A, les dépenses dont le bénéficiaire est le couple, 27 916 c'est bel et bien le même montant. Et on voit qu'elles ont été payées par le conjoint 1 ou le conjoint 2. Les dépenses maintenant et les revenus personnels. Alors, si on clique sur le tableau, on va préparer les tableaux 8D et 8E en même temps. Alors, les dépenses, Bernard a dépensé pour lui-même un montant de 11 442 Louise a dépensé pour elle-même un montant de 10 580 et chacun des deux conjoints a payé certaines dépenses pour l'autre conjoint. Ainsi, Louise a payé des dépenses pour Bernard au montant de 57 et inversement, Bernard a payé des dépenses pour Louise au montant de 151 si bien qu'il y aura une répartition à faire à la fin de l'année pour répartir les charges de façon à rééquilibrer les dépenses selon les charges, la répartition qui a été convenue au début de l'année. Alors, vous êtes familier avec cet onglet-ci, l'onglet par bénéficiaire, mais sans compte conjoint cette fois-ci. Donc, la répartition sans compte conjoint. Alors, ce qui a été convenu au début de l'année, c'est une répartition des charges communes à 50% chacune. Donc, elles auraient pu être différentes, le cas échéant. Les revenus, alors tous les éléments en grisé, les cellules en grisé, sont des calculs qui sont reportés depuis d'autres endroits. Donc ici, depuis l'onglet bénéficiaire, les cellules sont indiquées pour chacune des formules. Alors, les revenus du conjoint 1, du conjoint 2, le sous-total, l'écart entre les deux conjoints, les dépenses totales maintenant par conjoint, la différence également des dépenses chacun des conjoints ce qui est disponible maintenant pour épargne pour chacun des conjoints. Alors, on voit que au total, on a pour le couple une disposition pour épargne ou investissement de 73 000 37 et 36 000 Donc, la différence est de 396 C'est pas énorme, c'est quand même bien que dans cette situation-ci, on voit que les deux conjoints vont pouvoir épargner de façon semblable et euh, disposer d'une somme intéressante pour placement. Maintenant, les contributions au ménage, telles qu'établies par le calculateur calcul.ca de Madame Sarah Hélène Bécotte. Alors, une fois que ce calculateur-là a été utilisé, on peut reporter les résultats aux lignes 28 et 29. Alors ici, une contribution de chacun des deux conjoints de 10 et 12 heures par semaine, avec un taux horaire qui a été convenu entre les deux conjoints pour les tâches effectuées et une valeur hebdomadaire et une valeur annuelle qui est contribuée par chacun des deux conjoints. Et dans la section E, on voit que la contribution aux tâches du ménage, plus les revenus de chacun, fait en sorte que le conjoint 1 a des revenus de 48 700 plus une contribution de 10 400 ce qui fait une contribution totale au ménage de 59 000 tandis que le conjoint 2 a des revenus de 47 000 plus une contribution de 12 500, ce qui fait une contribution totale au ménage de 59 800 donc une différence entre les deux de 728 C'est pas une différence qui est très grande. Et la répartition des dépenses communes entre les deux. Donc, Bernard a payé pour le couple des montants de 16 000 tandis que Louise a payé des dépenses pour le couple de 11 577 Donc, il y a un écart entre les deux conjoints dans ce qui a été payé dans le courant de l'année de 4 700 si bien que
compte tenu que les dépenses ont été prévues à 50-50, alors ici, ça fait en sorte qu'à la fin de l'année, il y aura un compte à compte qui est fait et la moitié, donc 50% de la valeur de l'écart, sera à transférer du conjoint 2 au conjoint 1 à la fin de l'année. Remarquez que si c'était une répartition différente, par exemple 60-40, on voit que c'est le contraire, c'est le conjoint 1 qui devrait rembourser un montant au conjoint 2. Alors, vous voyez que les calculs se font en fonction du pourcentage qui a été établi au point de départ. Maintenant, les dépenses pour le ou la conjointe. Alors, on voit que Bernard a dépensé 57 et Louise a dépensé, plutôt, pardon, Louise a dépensé 57 dollars pour Bernard et Bernard a dépensé 151 dollars pour Louise. Alors, une différence de 94 dollars que Bernard a payé en su. Donc, ça veut dire que il y aura un compte à compte encore là qui est fait pour compenser. Donc, le conjoint 1 devra rembourser au conjoint 2 un montant euh, de 94 dollars. Également, les dépenses personnelles pour chacun des deux conjoints et l'écart entre les charges assumées entre chacun des deux conjoints au cours de la période et le montant à transférer à l'autre conjoint est indiqué ici, donc 2287 dollars. Cependant, en cours d'année, si on voit que l'écart est important, alors il pourrait être intéressant que le conjoint qui dépense moins ou qu'on constate qu'il dépense moins pourrait transférer en cours de route à l'autre conjoint un certain montant mensuel pour équilibrer les charges. À titre d'exemple ici, le conjoint 2 pourrait transférer au conjoint 1 un montant de 150 dollars au cours de la période pour réduire, mais ça pourrait être 150 dollars à tous les mois. Donc, on va mettre une formule égale, pardon, égale 150 dollars multiplié par 12 pour réduire l'écart à payer à la fin de l'année. Alors, vous voyez que c'est assez simple de convenir du montant à rembourser en cours de période et de voir le solde qui serait à rembourser à la fin de l'année. Alors voilà, c'est la différence avec cet outil-ci, l'outil de compilation automatisée des résultats annuels pour couple utilisant suivi des transactions, mais qui n'utilise pas de compte conjoint.